Alors, imaginez un instant, un plan pour une société sans État, où tout, absolument tout, serait basé sur la liberté. C'est ce qu'on explore aujourd'hui avec ce manifeste assez fascinant. Et attention, ce n'est pas un texte politique comme les autres. Non, sa source le décrit plutôt comme, comme une véritable histoire d'amour universel pour la liberté. Cette citation, elle donne vraiment le ton. L'idée est à la fois simple et assez poétique. Et si les sociétés pouvaient se former comme des couples, c'est-à-dire librement, par affinité, par philosophie commune, loin de toute contrainte. C'est vraiment ça, le cœur de la vision qu'on va décortiquer ensemble. On attaque la première grande partie, l'individu souverain. C'est la pierre angulaire de tout le système. L'idée de départ, c'est que tout, absolument tout, part de l'individu. Pas du groupe, pas du collectif. Non, de l'individu. Le principe numéro 1, c'est donc la primauté de l'individu. L'idée, elle est assez radicale, en fait, c'est que la société est là pour servir les individus et pas l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aucun intérêt général, aucun bien commun ne peut justifier qu'on sacrifie les droits ou la volonté d'une seule et unique personne. C'est un renversement complet de la perspective habituelle. Et tout ça, ça repose sur un socle très solide, le droit naturel. L'idée ici, c'est que nos droits ne sont pas un cadeau de l'État ou d'une quelconque autorité. Non, ils sont en nous dès la naissance, un peu comme notre ADN. Le droit de vivre, d'agir, d'être respecté, tout ça nous appartient juste parce qu'on existe. Ce cadre de l'individu s'articule autour d'un trio inséparable, liberté, responsabilité, propriété. C'est une séquence logique en fait. La liberté, c'est le droit d'agir, d'accord? Mais cette liberté, elle vient avec son double, la responsabilité d'assumer ses actes. Et comment est-ce qu'on rend cette liberté concrète? Eh bien, par la propriété. La propriété, c'est le domaine où l'individu décide. D'après ce manifeste, sans elle, la liberté n'est qu'un mot. Bon, là, une question se pose. Si chaque individu est un souverain, comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'ordre, pour éviter que ce soit le chaos permanent? C'est justement le sujet de cette deuxième partie, les règles du jeu qui gouvernent les interactions entre ces individus libres. Au cœur de ce contrat social, il y a une ligne rouge, très claire, très nette. D'un côté, on a la force, la contrainte. C'est simple, c'est toujours illégitime d'initier l'agression. La seule exception, c'est pour se défendre. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Le consentement. C'est la seule et unique base pour toute interaction. C'est vraiment le principe absolu de non-agression. Mais pour que cette coopération fonctionne, il faut des outils. Et en voici 4. D'abord, la tolérance, on coexiste pacifiquement. Ensuite, la négociation, c'est comme ça qu'on construit des projets ensemble. Puis, les contrats, pour être sûr que les promesses sont tenues. Et enfin, peut-être le plus important, un socle commun, le principe de réalité. L'idée qu'on peut s'entendre sur des faits objectifs simplement en utilisant notre raison. On arrive à notre troisième et dernière partie, la logique de l'échange libre. Maintenant qu'on a posé les bases, l'individu souverain, les règles du jeu, on va voir quel est le moteur qui fait tourner cette société. Tout part de l'action et de la production. C'est simple. Chaque personne agit pour améliorer sa propre situation. En faisant ça, elle crée de la valeur. Et le principe clé ici, c'est que le fruit de son travail lui appartient à 100%. C'est la suite logique du fait d'être propriétaire de soi-même, finalement. Et qu'est-ce qu'on fait avec les fruits de son travail? On peut les échanger. L'échange libre, c'est tout simplement un transfert volontaire de propriété. Mais il y a une condition essentielle. Il faut que chaque partie y voit un bénéfice. Il n'y a pas de perdant. C'est même ça, la définition d'une transaction juste et saine. Et quand on additionne tous ces échanges volontaires, qu'est-ce qui apparaît? Le marché libre. Mais attention, ici, le marché, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une entité. C'est un processus, un ordre qui émerge spontanément de millions de décisions individuelles, sans personne pour diriger. C'est ce dynamisme naturel qui, selon ce plan, crée la prospérité pour tous. Donc pour résumer, ce plan se construit un peu comme une pyramide. Tout en bas, à la base, on a l'individu souverain et intouchable. Juste au-dessus, on a l'étage des relations sociales, qui sont cimentées uniquement par le consentement volontaire. Et tout en haut, au sommet, on a un ordre économique prospère qui n'est que le résultat naturel de toutes ces interactions libres. On termine donc cette analyse sur une question qui reste ouverte. Ce plan détaillé pour une société sans État, basé exclusivement sur des accords volontaires, est-ce que c'est un idéal vers lequel tendre, une utopie inspirante, ou est-ce que c'est une belle construction philosophique qui se heurte aux réalités de la nature humaine? La question mérite d'être posée.